Paul Fédel, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors bonjour messieurs. Vous êtes trois artisans de métier de bouche, pour simplifier. Et nous allons parler aujourd'hui du snacking, Paul. Oui, le snacking étant une tendance de la restauration qui se renforce, qui monte en puissance. Et on voit qu'aujourd'hui, entre tous les univers, les barrières tombent. Et que chacun des métiers de bouche aujourd'hui est intéressé pour apporter sa propre réponse à des consommateurs qui ont de moins en moins de temps pour manger, qui cherchent à optimiser leur temps de repas, optimiser aussi leur ticket moyen. Donc il nous a semblé intéressant d'interroger tous ces gens qui sont présents sur les flux de passage, qui sont des charcutiers, qui sont des boulangers, qui sont des poissonniers. Et chacun a entrevu dans le snacking un levier de développement, un levier de croissance. Donc on va les interroger, on va essayer de comprendre pourquoi cette offre se construit chez eux, quelles sont les solutions qu'ils mettent en place, quelles sont les tendances qu'ils ont identifiées et pourquoi ils se sont positionnés sur ce marché, un marché qui historiquement n'est pas le leur. Non. Donc on va peut-être commencer par les présenter. Très bien, allez-y. Alors nous avons à côté de nous Christophe Girardet, qui est boulanger, artisan boulanger, qui vient d'ouvrir une boulangerie dans la banlieue lyonnaise. Tout à fait, à l'Arbrel, oui. Qui s'appelle Victor et compagnie. Victor et compagnie, c'est bien ça. À votre droite, nous avons un poissonnier, meilleur ouvrier de France 2007. 2011. 2011, pardon, excusez. 2011. Jean-Luc Vianney, qui est installé du côté de la Croix-Rousse. Sur le boulevard de la Croix-Rousse, tout à fait. Et à ma droite, nous avons donc un charcutier traiteur, qui est Frédéric Belay, de la maison Chorlier. Donc héritier de la maison et qui a repris la direction générale il y a quelques années. Donc Frédéric, puisque je vous ai à ma droite, on va commencer par vous. Donc vous êtes lyonnais, vous êtes charcutier. La maison Chorlier est une maison historique qui a régalé un certain nombre de familles depuis des générations. Il se trouve que depuis quelques mois, depuis la fin 2012, vous avez pris un sacré virage. C'est-à-dire que vous avez rompu les codes de la charcuterie traditionnelle pour vous lancer à bras perdus dans le snacking. C'est-à-dire que vous avez revu vos boutiques, vous avez revu et reformaté l'offre alimentaire. Donc est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez fait, pourquoi une maison historique comme ça prend un virage aussi net et de quelle manière réagissent vos consommateurs? Alors, la maison Chorlier, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour fêter nos 100 ans. On s'est dit, écoutez, on va complètement revoir notre façon d'appréhender le marché et on va essayer de créer un concept qui va pouvoir vivre pendant 100 ans à venir. Voilà. C'est pas de la prétention. Hein. C'est pas de la prétention. Non, mais l'idée était de revoir complètement notre façon d'aborder les gens avec un concept beaucoup plus moderne et qui fasse rentrer dans nos boutiques des gens beaucoup plus jeunes et qui leur donne envie de goûter à nos produits d'une manière beaucoup plus pratique et beaucoup plus abordable. Voilà. Donc, la boutique historique est rue du Plat à Lyon. La boutique historique est rue du Plat depuis 100 ans. Depuis 100 ans. On vient de monter une boutique au Hall de Lyon, au Hall Paul Bocuse, et un restaurant boutique situé rue Mercière, qui est, le premier concept de restauration qui sera amené à être dupliqué, ou en restauration commerciale, ou en restauration qui peut être adaptée dans des hôtels ou autres. Voilà. Bien, donc c'est une vision du snacking et en tout cas la manière dont vous avez entrevu ce marché, la réponse que vous avez apportée. On reviendra peut-être un peu plus tard sur l'offre et la manière dont vous l'avez formatée. On va se tourner aussi vers nos Christophe Girardet, boulanger, artisan boulanger. Artisan boulanger. Oui. Voilà, artisan boulanger. C'est très important. Quel est votre regard sur le snacking? La boulangerie fait partie des métiers de bouche qui, le premier, il y a 5, 6, peut-être 10 ans, a commencé à entrevoir dans cet univers du snacking des leviers de croissance. Quel est votre regard? Vous êtes jeune, de la nouvelle génération. Vous avez une histoire dans la boulangerie artisanale et traditionnelle. Et puis, vous aussi, vous avez pris des sacrés virages dans la manière de concevoir une boulangerie aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu rapidement quelle est votre histoire et quels sont les codes de cette boulangerie que vous venez d'ouvrir.
Alors, tout à fait. Au démarrage, je suis ce qu'on appelle un boulanger dit traditionnel. La première boutique qu'on a eue, on était dans un village où on était ouvert le samedi, le dimanche, enfin certes toute la semaine. On faisait le gâteau du dimanche, la pièce montée du dimanche pendant les communions et tout ça. Et assez rapidement, on a cherché des leviers parce que ça devenait un petit peu compliqué, un petit peu comme la maison Chorlier. C'était difficile de se réinventer dans ce contexte-là. Donc du coup, on a un peu cassé les codes. On a vendu cette entreprise pour créer le concept Victoire et compagnie. Et là, c'est un peu dans notre baseline ce qu'on dit. On est boulanger, on est pâtissier, mais on fait aussi du snacking. Je pense que le boulanger qui fait du pain, qui fait des baguettes, je pense qu'il peut s'amuser en faisant des pains un peu marrants, des pains à base de curcuma, des pains à base de raisins, d'amandes, enfin de tout un tas de choses. Et ces pains, on peut en faire des sandwichs. Chez nous, il y a une multitude de pains comme ça, aromatiques, avec des épices ou plein de choses, et on fait des sandwichs avec. Et pour moi, le boulanger qui fait du pain et des sortes de pain, souvent on fait plein de choses en pain. Je pense que le boulanger qui fait le pain, c'est lui qui doit faire le sandwich. Pour moi, la base du sandwich, c'est quand même du pain. Bon, après, on met certes des ingrédients dedans, mais pour moi, c'était tout naturel que le boulanger qui fabrique le pain, il aille sur ce marché du sandwich. Et puis en plus, on a perdu, les clients vont manger de plus en plus vite maintenant. On est, je sais pas, suivant les études, entre 17 et 23 minutes à midi pour consommer. Donc c'est vraiment très très court. Et je pense que le boulanger, il peut amener cette offre-là avec des formules. On a aussi des sandwichs, des boissons. On a aussi un univers tarterie. On n'est pas vraiment dans l'univers pâtisserie très évolué. Chez nous, on fait des tartes de saison. En ce moment, on a des tartes aux figues, des tartes aux noix, des choses comme ça. On a des desserts plutôt assez simples, pour l'heure des desserts nomades. La tarte au citron, elle va être dans une verrine, nous, décomposée. Des choses faciles à manger, faciles à emmener au bureau. Tout ça en formule. Alors on a aussi on va mettre un site internet en place où on pourra commander via son iPad ou son téléphone portable. Donc on essaye de s'adapter, mais je pense que le boulanger, il faut qu'il aille dans ce sens-là. Il faut qu'il se réinvente et qu'il aille chercher. Il y a sa place à prendre, comme le charcutier, comme le poissonnier dans ce marché du snacking. Mais autant pour la boulangerie, ça paraît plus simple quand même que dans le monde de la poissonnerie, me semble-t-il. Oui, parce que et en plus les poissonniers sont une race en voie de disparition, puisque je crois qu'il en reste que 3000 en France. C'est ça. Ah bon ? Il en reste que 3000 en France. Entre 3000 et 3400 exactement au dernier recensement. Donc vous avez beaucoup souffert par l'implantation de la grande distribution. Entre autres, oui, ça a joué. Donc vous vous apprêtez à reprendre à votre papa la maison familiale dans quelques semaines. Dites-nous un petit peu de quelle manière se positionne la maison Vianney. Comment est-ce que depuis longtemps vous avez entrevu dans le monde du snacking et du traiteur une opportunité, que vous en tant que jeune poissonnier vous avez une vision un peu différente depuis que vous avez rejoint l'entreprise il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a une dizaine d'années, vous avez aussi amené votre œil neuf. Quel est votre regard et la manière dont la poissonnerie doit évoluer pour répondre aux consommateurs d'aujourd'hui? Comme vous disiez si bien, donc nous on a évolué déjà dans le traiteur dans les années 70. Maintenant, nous, on le regarde d'une manière aussi snacking. Donc, on garde toujours notre développement traiteur. Mais on s'est rendu compte que le midi, les gens avaient de moins en moins de temps pour manger. Donc, maintenant, on leur fait des plats du jour, on leur fait des plats emportés. On fait des verrines également, des choses qui sont faciles à manger et transportables. On a également, depuis peu, la dégustation sur place, qui se met aussi en place. Donc, alors nous pour les poissonniers, c'est des dégustations d'huile, de crevettes, donc qui rejoint un peu le métier d'écaillé qu'on peut trouver dans différents endroits. Aujourd'hui, on a aussi développé depuis 2 ans le côté sushi, qui est quelque chose qui plaît beaucoup, qui sont en dégustation sur place ou à emporter. Et quelle est la pertinence à ce que des métiers comme les vôtres s'inscrivent dans une offre du midi, surtout principalement? Oui. Est-ce que ça fait partie, traditionnellement le poissonnier on y allait surtout le soir en sortant du travail ou alors le week-end ou le vendredi soir. Finalement vous êtes aperçu que c'est la situation géographique qui fait comment est-ce qu'on y vient progressivement? Alors c'est peut-être le fait qu'on soit dans une grande ville aussi, par rapport à notre implantation. Nous ça fait longtemps que le week-end on ferme pas, que la boutique est ouverte entre midi et 2. Mais on a développé en fait il y a 5 ans qu'on a lancé l'ouverture entre midi et 2 en semaine. Donc on est ouvert en journée continue tous les jours et effectivement on a trouvé un marché entre midi et 14h sur le snacking. Et vous avez monté, je crois que vous faites partie d'une association que vous avez montée, que vous avez rejoint récemment, l'association Corail, le groupement Corail. Oui, Poissonnier Corail, tout à fait. Corail. Ouais.
quel est le retour d'expérience que vous avez, que vous pouvez partager? Est-ce que finalement le snacking pour des métiers comme les vôtres traditionnels, historiques, est un moyen ou peut-être la bouée de survie pour certains poissonniers? Est-ce que chacun peut y répondre à sa façon? La bouée de survie, après, ça dépend des secteurs, hein, mais je pense que c'est un très bon complément à adopter, une très belle valorisation des produits qu'on peut travailler sur l'année. Donc ça veut dire que finalement, puisqu'il semble que la clientèle, les Français aiment de plus en plus la restauration asiatique de type japonisant, donc avec toutes les chaînes de sushi qui se développent, vous pensez que vous, poissonniers, avec les gènes du métier de poissonnier, vous pouvez aussi intervenir sur ce marché-là et apporter votre propre réponse, qui n'est pas une réponse puisée ailleurs? Exactement. Alors, pas de la même manière qu'un Maître Sushi, hein, on est loin de rivaliser avec eux, hein, mais travailler sur du produit frais, voilà, c'est là-dessus où nous, on va intervenir. Et quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que représente aujourd'hui cette activité traiteur sushi? Alors, l'activité traiteur, c'est 30% de notre chiffre, et l'activité snacking est montante puisqu'elle atteint aujourd'hui 10%. Oui, ce qui est énorme sur une petite affaire comme la vôtre. Tout à fait. Est-ce que cette tendance snacking concerne tous les métiers de bouche? Parce que là, on vient de voir 3 métiers distincts, mais est-ce que c'est vraiment général? Disons que on s'aperçoit, les constats qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, la clientèle veut manger pas cher le midi et rapidement. Donc il se trouve que finalement, tous les métiers de bouche qui sont positionnés sur les flux de passage, en sortie de métro, dans des grandes rues, dans des complexes immobiliers où il y a beaucoup de gens salariés qui mangent de plus en plus hors de leur entreprise, finalement, tout le monde peut capter sa part, ce qu'on appelle la part d'estomac, peut récupérer une part du gâteau. Donc évidemment, la pertinence, elle est que chacun fasse quelque chose de différent, ou chacun réinvente le snacking à sa manière, avec ses propres codes. C'est en tout cas ce que nous, on défend au sein du magazine, c'est de se dire d'inciter ces métiers traditionnels, ces métiers de bouche à faire du snacking, mais selon leurs propres gènes, et non pas de faire des copier-coller de ce qui peut se faire ailleurs. Et justement, ça m'amène à une question. Est-ce que on a dit que les poissonniers disparaissaient, finalement avaient besoin de se réinventer? Les fromagers qu'on avait interrogés une fois nous disaient qu'il y avait aussi des choses à faire. Les fromagers sont des métiers, font partie des métiers qui se réinventent aujourd'hui, puisque le nombre de fromagers augmente, et ils sont bien conscients aussi que sur l'heure du midi, quand ils sont bien placés, ils ont peut-être une réponse à apporter. Est-ce que finalement les charcutiers, le monde de la charcuterie est resté quand même très ancré dans les traditions? Est-ce que finalement c'est pas un métier qui est appelé à vivre et à disparaître en même temps que ses clients historiques, puisque finalement la charcuterie traditionnelle a des clients plutôt âgés? Est-ce que le produit que vous avez créé aujourd'hui, c'est pas aussi pour accompagner ou apporter une offre à une nouvelle clientèle qui sera votre clientèle de demain? Alors, gardons espoir quand même. On fait quand même de plus en plus de très bons produits, voilà, de plus en plus tendance. On a une confédération qui a beaucoup évolué ces 20 dernières années, Confédération des charcutiers, qui s'est adaptée aux nouvelles tendances. C'est vrai que le snacking commence à arriver, est déjà arrivé, mais commence à vraiment se développer dans nos métiers. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, pour bien vendre, il faut aussi être bien situé. Voilà. Et le problème, très souvent, de nos points de vente ne sont pas toujours dans des lieux où le snacking est vraiment développé. Voilà. Vous en parliez, il faut être dans des zones de bureau pour vendre à midi en semaine. Si notre boutique est un peu en retrait de tout ça, c'est vrai qu'on a moins de trafic et ce n'est que du chiffre d'affaires complémentaire. Si on veut vraiment le développer, il faut aller chercher des points de vente qui sont vraiment très proches des gens. Et je pense que là, la charcuterie aura vraiment un axe de développement pour revenir auprès des gens en représentant des produits traditionnels qu'on peut aller chercher même dans les campagnes ou des bons produits. Et on pourra à ce moment-là les ramener vers les gens sous de nouvelles formes. Et comment justement on réinvente, comment on reformate une offre quand on est charcutier traditionnel, qu'on a l'habitude de faire des salades collectives, des plats peut-être individuels? Là, vous avez carrément individualisé l'ensemble de vos prestations jusqu'à même votre boutique historique. Et il faut le goût du risque. Déjà, parce que c'est vrai que les gens sont très ancrés dans leurs habitudes et les clients nous enferment dans des façons de faire. Et dès qu'on en sort, et très rapidement, ils nous disent qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils voulaient. Voilà. Après, c'est vrai que dans un deuxième temps, ils sont très contents. Donc il faut accepter cette phase de rupture pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Donc parlez-nous un peu des produits qui sont
des produits signatures de la maison Chorley dont vous avez cassé les codes pour les rendre accessibles au snacking, ou en tout cas au mode de consommation d'aujourd'hui? Alors, je vais vous parler que d'un seul produit, parce qu'on n'aura pas le temps de voir tous les produits. On a par exemple pris la quenelle de brochet, qui est une quenelle, je dirais, un plat très typique de la région lyonnaise, qu'on a retravaillé sous forme de queulinettes. Ce sont des quenelles qui sont moulées. C'est la même pâte, qui est une pâte traditionnelle, avec 35% de brochet, faite au beurre. Et la quenelle est moulée sous forme de churros, de mini churros. Ce qui fait qu'on la présente en petits pots, sous format un peu cocktail ou format snacking. Et c'est à chaque fois une bouchée. Donc ça peut être mangé ou individuellement, ou alors les gens peuvent... on fait des collections, donc ils peuvent partager différents goûts et faire de la tapisserie à la lyonnaise avec des petites portions de quenelle. Voilà. Parce que c'est vrai que la quenelle était vue déjà par les gens, ils ont mangé très souvent de la mauvaise quenelle dans des collectivités, etc., etc. À la cantine, on peut le dire. À la cantine. Moi, je balance. Voilà. Et c'est vrai que la quenelle nécessite du temps à gonfler, à passer au four, et les gens n'ont pas toujours le temps. Et quand vous êtes au milieu de la quenelle, vous avez tendance à être un petit peu... vous n'avez plus envie, vous avez envie de passer à autre chose. Donc on est parti là-dessus, on a profité de notre expérience de traiteur pour proposer un produit qui se mange très facilement. Ça se réchauffe en 1 minute et demie. Ça se mange très facilement ou debout ou assis, ça se partage. Voilà, donc on a retravaillé ce produit qui est vraiment ancré dans la tradition lyonnaise et on le présente d'une manière totalement moderne. Voilà. Sachant aussi que vous les reconditionnez dans des bols sous atmosphère neutre afin qu'ils puissent être aussi conservés plus de la journée pour que les gens puissent le rapporter chez eux et éventuellement le manger le lendemain. Alors on a utilisé la technologie des industriels et on l'adapte à notre niveau artisanal justement pour pouvoir vendre un peu plus loin. Notre objectif est d'aller beaucoup plus loin que Lyon ou sous forme de petits pots mis sous atmosphère, c'est-à-dire qu'avec un gaz neutre qui permet de faire une durée de vie de 15 à 21 jours. Ou après, un deuxième temps, peut-être de travailler des produits qui seraient surgelés et qui pourraient être remis en condition, pourquoi pas à l'autre bout du monde. Voilà. Je vais rebondir sur Christophe Girardet. Quand on construit son offre, on a 2 écoles chez les boulangers. On a les boulangers traditionnels qui disent qu'un boulanger doit vendre que du pain et se limiter au pain viennoiserie. Et là, j'ai une autre génération de boulangers qui se disent qu'ils doivent aller plus loin et proposer une vraie restauration boulangère. Est-ce que finalement, où est la vérité? Elle est entre les deux? Moi, je rejoins un peu ce que disait notre ami charcutier. Il faut, c'est sûr que si on se contente de faire que de la boulangerie, j'ai peur que notre clientèle vieillisse un petit peu et qu'on ait du mal à renouveler cette clientèle. Donc, chez nous, on est très très local. Moi, j'aime bien faire du sourcing local. Et pour le coup, chez nous, on vend des soupes, mais c'est un paysan qui a 3 hectares de légumes et qui fait ses soupes et il nous vend ses soupes qu'on reconditionne comme vous dans des petits pots qui se réchauffe facilement. Mais voilà, et on a la même chose pour des compotes, pour des choses comme ça. Et je pense qu'il faut que le boulanger, certes, il fasse du pain, mais si on va aller essayer de grandir son offre et d'aller chercher une autre clientèle, il faut qu'on aille, ce qu'on le CSP+, tout ce qu'on se dit dans le marketing, il faut que avec cette offre-là, on aille les chercher. Donc c'est des sandwichs, c'est des soupes. Nous, on fait aussi des pâtes, mais c'est pas des box, on les fait nous-mêmes. Enfin voilà, on a une vraie offre de snacking. Alors aussi bien à midi, aussi pour le soir. Il y a des gens pour le soir, vous savez, maintenant il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et j'avoue que des fois, il y en a, ils ont ou sushi ou pizza. C'est des très bons produits, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils passent aussi en boulangerie, chercher leur quiche ou leur formule avec une pâte ou une soupe. Alors ça sera des produits tant qu'à faire locaux chez nous. Et voilà, ça va. C'est une alternative à la pizza et au sushi qu'on peut trouver. C'est un autre produit, mais on veut être, on veut avoir notre mot à dire dans ce milieu-là, et pourquoi pas développer ça chez le boulanger, quoi. Donc, pour terminer, un petit mot de conclusion. Je terminerai sur les projets. Je crois qu'on ne s'arrête pas là. Vous avez d'autres projets. L'offre de restauration rapide va encore évoluer. C'est-à-dire que le poissonnier est encore en train de muter et de muer pour s'adapter à son client. Donc, exactement. Nous, maintenant, on part sur les nouvelles technologies, l'Internet. Et courant février, on lance le service de livraison à domicile. En fait, on fédère avec plusieurs commerces. Nous sommes pas seuls. On est on est 14 artisans actuellement à fédérer à un site qui s'appelle Time to Cook, où le consommateur va pouvoir commander aussi bien son poisson que également au bureau. On va toucher une clientèle pour le snacking.
D'accord. Mais par contre, vous allez aussi mettre des places assises, enfin en tout cas des manches debout. Des manches debout dans la boutique également. Donc là aussi, c'est une évolution majeure de l'environnement commercial. Le magasin devient également un espace de convivialité où on peut y passer un moment, déguster des produits. Et d'autres idées encore pour faire une deuxième poissonnerie, ou enfin, est-ce que cet univers-là est-ce que votre métier a d'autres réponses à apporter ou... Alors, en poissonnerie, peut-être pas actuellement. Mais dans de la restauration rapide, dans du service aux personnes sur du snacking, pourquoi pas? Bien. Donc il faudra compter aussi avec les poissonniers si tant est que leur marché local ou leur zone de chalandise le permet. Exactement. Le boulanger aussi, évidemment, il y a encore plein de choses à faire. Vous avez des places assises, vous aussi, au sein de votre restaurant. Il y a d'autres projets dans les tuyaux chez Victor et compagnie. Nous, on a un super projet. On a été retenu par la ville de Lyon pour reprendre cette fabuleuse halle de la Martinière qui, en 1838, a été créée pour que les paysans de la première et deuxième couronne lyonnaise puissent amener leurs cochons, leurs fruits, leurs légumes. Et nous, on va donc reprendre cette halle avec quelques copains paysans. Enfin, je parle de quelques, on a une centaine de producteurs paysans qui vont faire leurs fruits, leurs légumes et qui vont les vendre directement sous cette fabuleuse halle de la Martinière que nous allons rénover. Et même moi, en tant que boulanger, j'y vais pas en tant que simple boulanger. J'ai créé une association qui s'appelle les Robins des Champs. C'est une association avec 5 copains paysans céréaliers lyonnais. Eux cultivent le blé. On va faire écraser ce blé dans une minoterie qui est juste à côté de chez nous, qui s'appelle la minoterie du Puy-Couturier. Et toute la farine que je vais utiliser pour la halle de la Martinière, ça sera viendra exclusivement de ces paysans lyonnais. Donc on fait de l'équitable local. Il était temps qu'on fasse du sourcing dans ce sens-là et qu'on revienne, comme il y a 200 ans, ramener aux Lyonnais en centre-ville des bons produits faits par des artisans paysans locaux. Voilà. Et la réponse du bon peut se trouver aussi dans le snacking, puisque le snacking et la restauration rapide évoluent vers du meilleur, vers du premium. On ne parle plus de malbouffe, on a vraiment des concepts qui aujourd'hui s'écrivent ou s'inscrivent dans une nourriture saine, et vous en faites la preuve. Tout à fait. Et pour terminer, la maison Chorlier a aussi beaucoup de projets de développement, je crois. Alors, on a aussi un produit qui est phare chez nous, qu'on fabrique depuis 100 ans, c'est le sandwich au cresson du monde de Lyonnais. Voilà. Donc, on fabrique notre pain, le cresson est équeuté à la main et vient du monde du Lyonnais. Donc, aussi, on joue la carte du coin, y compris le gratin de cardon en hiver. Donc, nous, notre développement, c'est, je dirais, dupliquer notre concept. Alors, ou en restauration commerciale, c'est-à-dire monter des points de vente en partenariat, ou dupliquer le concept en hôtellerie, c'est-à-dire donner une réponse en room service et en hôtellerie sans restauration. Tous ceux qui veulent éviter de monter un restaurant avec tout l'investissement, les cuisiniers, etc., etc., on sera une alternative à tout ça. Donc on peut avoir la signature Chorlet chez soi, avec un point de vente identifié, modélisé, avec des codes d'aujourd'hui modernes et contemporains, en relayant le savoir-faire lyonnais. Voilà, tout à fait. À Lyon, mais aussi ailleurs. C'est le but. Voilà. Donc, très bien. Quelle belle ville de Lyon, hein, ça vous inspire tous les trois, je le vois. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir sur notre plateau télé. Paul Faudel, on se retrouve demain, lundi. Tout à fait. Continuer de parler de ce magnifique thème et vaste thème qu'est le snacking. Merci, messieurs.